Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet vraiment délicat mais essentiel dans le monde du soin. C'est cette situation, un peu déroutante, où un résident se met soudainement à rejeter un soignant en particulier, de manière très ciblée, très violente. C'est une expérience qui est à la fois déstabilisante et douloureuse. Alors ensemble, on va essayer de décortiquer ce phénomène pour mieux le comprendre. Voilà le programme. On va commencer par bien identifier le problème. Ensuite, on ira creuser pour voir d'où ça vient, quelles sont les causes. On verra aussi l'impact que ça a sur le personnel soignant. Et bien sûr, on terminera avec le plus important, les solutions, les stratégies concrètes pour gérer ça et pour construire des systèmes de soutien qui tiennent la route. Allez, on commence par le commencement. Cette hostilité qui débarque de nulle part, qui a l'air tellement personnelle et qui peut vraiment mettre le bazar dans tout un service. De quoi parle-t-on exactement ? C'est vraiment la question qui tue. On a un soignant qui fait son travail avec cœur et du jour au lendemain, il devient l'ennemi public numéro 1 pour une personne dont il s'occupe. Ça n'a aucun sens, ça semble complètement injuste. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du résident ? Eh bien, la réponse, elle tient en 2 mots. Le transfert négatif. Et là, le mot le plus important, celui qu'il faut vraiment retenir, c'est inconscient. Le résident ne décide pas consciemment de rejeter ce soignant. C'est une mécanique psychologique qui le dépasse complètement. Et donc, et ça c'est fondamental, ce n'est pas une attaque personnelle. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Eh bien, ça peut prendre plein de formes. Des refus nets pendant les soins, des accusations graves et souvent sans fondement, ou alors une angoisse, une agitation qui n'apparaît que lorsque ce soignant-là est dans la pièce. C'est vraiment cette spécificité, ce ciblage qui est la signature du transfert négatif. Et attention, on ne parle pas d'un truc rare, loin de là. Ce chiffre, 68%, il est juste énorme. Ça veut dire que plus de 2 professionnels sur 3 ont déjà vécu ça personnellement. C'est une réalité massive du quotidien des soins, mais une réalité dont on ne parle presque jamais. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au pourquoi. Si ce n'est pas personnel, alors d'où vient toute cette hostilité ? En fait, la réponse ne se trouve pas dans la relation présente, mais bien plus loin, dans le passé du résident. Voilà comment ça marche, en gros. Un tout petit détail chez le soignant, sa voix, un geste, même une odeur, va agir comme un interrupteur. Ça va réactiver un souvenir douloureux, une vieille blessure. Et toutes les émotions liées à ce souvenir, la colère, la peur, vont être projetées comme un film sur le soignant qui est là, dans le présent. Le soignant devient malgré lui le fantôme de quelqu'un d'autre. Et la recherche en gérontopsychiatrie le confirme. Dans presque la moitié des cas, on trouve à l'origine un traumatisme d'enfance non résolu. Mais ce n'est pas tout. D'autres facteurs peuvent jouer. Un changement de médicament, la progression d'une maladie neurocognitive ou tout simplement l'immense frustration d'être dépendant. Cette citation, elle résume tout parfaitement. La situation de dépendance est très dure à vivre. Alors inconsciemment, le résident va chercher un coupable. Et le soignant, qui est là au quotidien, devient la cible idéale sur laquelle il va projeter toutes ses frustrations liées à la perte d'autonomie, à sa situation. Maintenant, mettons-nous un instant à la place du soignant. Parce que même si on sait intellectuellement que ce n'est pas personnel, l'impact émotionnel, lui, est bien réel. Et les conséquences peuvent être absolument dévastatrices. Imaginez un peu, jour après jour, la personne que vous êtes censé aider vous rejette, vous accuse. C'est une épreuve psychologique terrible. Un sentiment d'injustice et d'impuissance s'installe. Et très vite, le soignant commence à douter de lui, de ses compétences. L'isolement n'est jamais loin. Et l'impact, il est aussi physique. Ce chiffre fait froid dans le dos. 73% des soignants concernés déclarent avoir des troubles du sommeil. Ça veut dire que le stress ne reste pas au travail. Non, ils rentrent à la maison, ils s'immiscent dans leur vie privée, ils attaquent leur santé. Forcément, ce stress permanent a des conséquences professionnelles très graves. Plus de la moitié, 54%, envisagent de changer de service ou même de carrément quitter la profession. C'est une perte sèche de compétences et de vocation que le secteur des soins ne peut juste pas se permettre. Une chose intéressante à noter, c'est que les soignants qui ont moins de 3 ans d'expérience sont les plus vulnérables. Ils ont tendance à prendre le rejet de plein fouet et de manière très personnelle. Leurs collègues plus aguerris, eux, reconnaissent plus vite les signes et ont le réflexe de chercher du soutien auprès de l'équipe. Bon, le diagnostic est posé. La situation est compliquée, elle est douloureuse pour tout le monde, mais, et c'est la bonne nouvelle, on n'est pas impuissant. Il existe des solutions. Alors, voyons maintenant comment on peut passer de la gestion de crise à une vraie réponse structurée. Le point de départ, il est fondamental. Il n'y a pas de coupable. Ni le résident qui subit un mécanisme qu'il ne contrôle pas, ni le soignant qui en est la victime.
La seule réponse qui vaille est une réponse collective, systémique. C'est à l'institution de jouer son rôle et de protéger tout le monde. Alors, concrètement, on fait quoi? On peut imaginer un protocole en 3 temps. D'abord, et c'est la priorité, on apporte un soutien immédiat aux soignants. On l'écoute, on le déculpabilise. Ensuite, on le retire temporairement de la situation pour faire retomber la pression. Et enfin, étape cruciale, on forme toute l'équipe pour être mieux armée à l'avenir. Et le plus fou, c'est que ça marche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand les établissements mettent en place des protocoles clairs, regardez, les arrêts maladie liés au stress chutent, la durée des crises diminue et le taux de résolution explose de plus de 70%. C'est la preuve qu'une approche organisée change tout. Pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur. L'idée, ce n'est pas juste d'éteindre des incendies, c'est de construire une vraie culture du soin, une culture qui anticipe ces crises et qui fait du bien-être des soignants une priorité non négociable. Ce tableau, il est très parlant. D'un côté, on a l'approche réactive, c'est l'improvisation, la confusion, le soignant qui se sent seul et culpabilisé. De l'autre, l'approche proactive, un protocole clair, du soutien, une équipe soudée et une résolution bien plus rapide. Pour un établissement, le choix devrait être vite fait. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Une approche vraiment professionnelle, vraiment éthique, elle doit prendre soin des 2 côtés de la barrière. La dignité du résident est sacrée et la santé mentale du soignant l'est tout autant. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Finalement, le simple fait de mettre un nom, une explication sur ce phénomène, ça change tout. Ce qui était vécu comme une agression personnelle insupportable devient un défi clinique. Un défi complexe, bien sûr, mais un défi auquel on peut apporter des solutions. Et ça redonne du pouvoir d'agir aux équipes soignantes. On va se quitter sur cette question, une question qui au fond résonne bien au-delà de notre sujet. Elle nous interroge tous sur notre responsabilité collective. Comment prend-on soin de celles et ceux qui dédient leur vie à prendre soin des plus fragiles? C'est sur cette réflexion qu'on termine. Merci d'avoir été là.